Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Light and Smart, exceptionnellement animé par mes soins. On va parler ce soir de l'actualité économique. Elle est riche, l'actualité. On va y revenir. Il y a eu cette allocution d'Emmanuel Macron, le président, vous l'avez peut-être regardé, allocution à double visage, évidemment le débat et la gestion de la vaccination, et puis une allocution tournée vers l'économie, le plan de relance, enfin le plan d'investissement, parce qu'on ne dit plus plan de relance. Trois grands sujets aujourd'hui. Pour l'apéro, on parlera de la taxe GAFA. Vous l'avez probablement suivi, cette taxe GAFA européenne déjà enterrée avant même d'avoir vécu, car les États-Unis sont à la manœuvre. Dans le débat, nous parlerons du plan de relance, du plan d'investissement. On reviendra évidemment sur le travail que mène Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il planche sur la manière dont le plan sera utilisé, et notamment les secteurs stratégiques de l'économie de demain, puisque le président Macron a évoqué ce plan pour 2030. Et puis dans l'after, on parlera de la fiscalité. Oui, on ne dit plus l'ISF depuis longtemps, depuis en tout cas 2018. On parlera de l'IFI, c'est le nouvel acronyme de l'ISF. Il a rapporté moins cette année, 500 millions de moins, avec 1,56 milliard de rentrées fiscales. On fera le bilan parce que c'est vrai qu'il y a eu plus de personnes qui ont été assujetties, mais il rapporte moins, c'est un peu compliqué. On reviendra évidemment sur cet impôt qui taxe notamment l'immobilier. Je vous présente mes invités. Daniela Ordonez, bonjour. Plutôt bonsoir d'ailleurs. Bonsoir. Vous êtes chef économie chez France Oxford Economics. Merci d'être avec nous. Et puis Thierry Delahaye. Bonjour Thierry. Vous êtes président de My Connecting. C'est le meilleur des deux mondes, ce que vous m'avez dit, c'est la tech c'est et l'humain. La technologie et l'humain au service des compétences des collaborateurs. J'ai lu votre papier, signé par Croissance Plus hier, qui dit globalement stop à la perfusion. Les entreprises veulent prospérer sans les aides. C'était le titre de l'article, on en parlera avec vous parce que ça fait écho finalement à plein de sujets qui sont liés notamment à l'allocution d'Emmanuel Macron. Alors Le Monde titrait « L'Union européenne annonce le gel de son projet de taxe numérique ». On va le découvrir. Il faut quand même resituer l'enjeu. Il y a eu une première taxe GAFA décidée par l'Union européenne. Le G20 se réunit à Venise. Et puis patatras, ça se passe mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniela Ordonez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Américains ont dit... On est un peu embarrassés là par votre taxe. Elle gêne nos multinationales de la tech, c'est ça qu'ils ont dit ? C'est probable. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont dit, mais c'est probable que c'est ceci qu'ils ont dit, mais aussi la discussion d'une taxe GAFA provoque quand même des remous aux États-Unis, parce qu'il y a les gens de la tech, il y a des questions d'emploi derrière et tout simplement de profit. Donc aux États-Unis, c'est un sujet délicat. Et bien sûr, ils se sentent directement concernés parce que ce sont eux qui ont les multinationales les plus importantes. Ah oui, Amazon, Facebook. Or, peut-être, c'est vrai que ces derniers temps, les États-Unis ont montré une certaine ouverture face à ces sujets de fiscalité globale. Et l'Europe, je pense, mais c'est juste un avis personnel, voit que ce serait un moindre mal d'attendre un peu, quitte à avoir les États-Unis dedans, au lieu de les rentrer dedans. Maintenant, la question, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Est-ce que ça va se convertir dans des négociations qui vont durer... Est-ce qu'il gagne du temps ou est-ce qu'il y a une vraie sincérité ? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que ce sont des négociations qui vont durer à l'éternité, comme ce qu'on a vu plusieurs fois dans l'OMC, par exemple ? C'est l'exemple qu'on donne toujours. Ou si vraiment, c'est une question de donner un peu de temps pour que les discussions se mettent en place et avoir vraiment le multilatéralisme qui joue. Donc, à voir. La réussite, Thierry Delahaye, la réussite de ce processus nécessitera une dernière impulsion de la part de toutes les parties, et la Commission s'est engagée à se concentrer sur cet effort. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en pause notre travail sur une proposition de taxe numérique. Ça, c'est le porte-parole de la Commission qui dit, après ce G20, ils ont entendu que l'OCDE voulait reprendre cette taxe. Ça vous évoque quoi ? Parce que c'est un discours à double tranchant des États-Unis. Souvent, ils sont sévères. Ils disent, il ne faut pas que les GAFA... Et puis, quand on commence à taxer les GAFA, ils deviennent un peu patriotes. Écoutez, déjà, ça nous rappelle la puissance, pour ceux qui l'avaient oublié ou qui en doutaient, après une crise de la Covid qui finalement a l'air de rebattre les cartes à l'échelle mondiale. Ça nous rappelle la puissance des États-Unis. Je vous rappelle que le secret bancaire suisse est quand même tombé de la décision américaine de le faire tomber. Et donc, c'est vrai que la mise en place de l'impôt à 15%, ou en tout cas, s'il aboutit, parce qu'il doit encore être... On va y venir. Parce que c'est ça l'enjeu. Effectivement. Mais effectivement, la puissance des États-Unis est réelle. Et nous, si vous voulez, je pense que plutôt que de penser taxe, il faudrait peut-être aussi, et c'est le corollaire, penser comment réussit-on à créer des GAFA européens ? Comment crée-t-on un écosystème ? Ça fait longtemps qu'on en entend parler.
Oui, et il n'existe pas, vous vous rappelez il n'existe pas, ouais. mais est-ce qu'on ne peut pas encore se battre pour faire en sorte, avec peut-être en privilégiant, vous voyez, les achats sur des entreprises européennes, en favorisant des marchés de capitaux qui permettraient que le capital investisse, que le private equity, si vous voulez, débouche sur des entreprises qui ne partent pas systématiquement se faire coter aux États-Unis. Comme le font les Américains, c'est une forme de patriotisme dans ses achats, dans ses choix d'investissement. On ne le fait pas, nous, l'Europe. C'est ça le danger. Et donc, je pense que c'est la façon aussi positive d'aborder cette problématique de souveraineté. Alors, il y a un focus sur la taxe GAFA, parce que c'est le thème de ce soir dans l'apéro, mais pour aller un tout petit peu plus loin, quand on analyse ce qui s'est dit à Venise, ça va vous intéresser, c'est que la stratégie globale du G20, c'est de supprimer, parce que ça a été écrit, il nous dit c'est peut-être la fin des paradis fiscaux, puisqu'on va créer un impôt mondial à 15% sur l'ensemble des multinationales, et on sait qu'il y a certains endroits sur la planète qui ne pratiquent pas cette fiscalité, et on les appelle donc les paradis fiscaux. Est-ce que vous y croyez? Parce que cette question des paradis fiscaux, là aussi, c'est comme les fleurons européens dans la technologie, on en parle depuis longtemps, mais on ne voit rien arriver. Je ne sais pas si j'y crois. Je pense qu'il y aura toujours un moyen de détourner, déjà. Et surtout, 15%, c'est quand même très bas par rapport à la moyenne de l'OCDE et surtout, bien sûr, à des pays qui ont des taxes très élevées. Je me dis, c'est une bonne initiative, il faut commencer quelque part. Mais de là à la réaliser vraiment, rien qu'en Europe, il va y avoir des débats extrêmement tendus avec l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, par exemple, qui ont des avantages fiscaux clairs et qui le prônent ouvertement. Donc, qui font du dumping européen, si je peux me permettre. Rien qu'en Europe, ça va être compliqué. Et par ailleurs, il n'y a pas que la taxe sur les sociétés. Il y a un tas d'autres avantages fiscaux qu'on peut attaquer. Mais bon, c'est une bonne initiative et je pense effectivement qu'en ce moment, il y a une sorte de diplomatie, de multilatéralisme qui se remet en place et il faut avoir les priorités bien claires. Donc, on a cette taxe sur les impôts, sur les bénéfices des sociétés. On a aussi les discussions sur l'accord de Paris et le changement climatique. Deuxième chapitre très important. C'est important d'avoir les États-Unis dans les discussions et peut-être que les GAFA passent après. Mais je pense qu'on est quand même dans une bonne dynamique de discussion. Autre discussion clé entre les États-Unis et l'Europe, c'est le rapport à la Chine. Il faut qu'on soit sur la même ligne par rapport à la Chine. Ils deviennent des alliés face à la Chine. Pour voir s'ils arrivent. Mais oui, non, mais effectivement, je fais exprès. C'est peut-être plus important de rester serein sur ces sujets, ou plus urgent, pas plus important, mais plus urgent de rester serein avec les États-Unis sur ces sujets, au lieu d'aller les attaquer sur des sujets qui sont très sensibles pour eux, en tout cas pour l'instant. Je précise quand même, parce qu'il y a eu ce tweet de Raphaël Bloch qui parlait au nom de la Commission, qui explique quand même que cette taxe GAFA, pour faire une boucle et terminer cet apéro, qui dit mais ça servait quand même à financer le plan de relance. C'est-à-dire que cette taxe GAFA permettait à l'Europe de trouver des fonds pour financer la taxe. Là, elle est figée, donc ça se complique quand même là. Ça pose un problème. Allez-y. Pas sûr? Non. Daniela, non, vous faites la moue? Non, pas sûr. Déjà, les recettes provenant de ces taxes GAFA, elles n'étaient pas non plus faramineuses. D'abord. Deuxièmement, les taux d'intérêt restent extrêmement bas. Donc, il n'y a pas de souci pour les pays de l'Union européenne ou pour l'Europe, maintenant qu'elle peut émettre pour redonner après aux pays de s'endetter, donc de trouver des financements. Et d'ailleurs, si on voit le plan de relance européen qui a été mis en place pour pallier à la crise de 800 milliards d'euros, il n'y a que 600 milliards qui ont été sollicités par les pays. Donc on a encore un peu de marge à travers l'endettement, ça c'est vrai, c'est-à-dire il faudra s'endetter, mais quand même un peu de marge pour trouver du financement si vraiment on est mis mal à l'aise parce que la taxe GAFA prend un peu de retard. Et ces 15% de flat tax, on peut l'appeler comme ça? Parce que finalement, c'est une flat tax. Quand on décide de mettre 15% sur les multinationales mondiales, on peut la situer comme une flat tax pour terminer l'apéro? Il y a quand même un point aussi positif sur cette taxe, c'est que finalement, ça met un peu d'égalité entre des grandes structures internationales qui ont les moyens de mettre en place des montages et des PME. Aujourd'hui, on est dans une phase de redistribution avec des PME très successful qui émergent. Et ces PME n'ont pas les moyens de mettre en place les mêmes schémas et donc leur fiscalité n'est pas la même que face à ces grands groupes.
Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est un élément vertueux s'agissant des paradis fiscaux. On termine l'apéro. On est très lié avec le sujet qu'on vient d'avoir, puisque j'évoquais l'idée de récupérer à travers cette taxe GAFA européenne des subsides pour le plan de relance. Parlons de ce plan de relance, parce que ça, c'est un sujet important. Vous l'avez écouté, le président Macron hier a fait un discours à deux visages, à la fois un discours sur la gestion de la vaccination qui inquiète, le variant Delta, la manière dont on gère tout cela, et puis une deuxième partie de discours, chapitre 2, présidentiel, pour se projeter vers l'avenir. C'est les Échos, Emmanuel Macron promet un nouveau plan d'investissement à la rentrée. Alors d'abord, sur la sémantique, on se souvient du plan de relance. Je sais que vous êtes sensible à ce sujet. Il avait critiqué Thierry Delahaye. On dit plan de relance, c'est très disparate, on saupoudre, on arrose. Là, le président, hier, dit c'est vraiment un plan d'investissement. On choisit des secteurs stratégiques sur lesquels on va mettre le paquet pour devenir des leaders dans certains domaines. Est-ce que ce mot, plan d'investissement, vous va mieux que le plan de relance ? Ce n'est pas le terme. C'est l'utilisation qu'on fait de ces capitaux et d'où viennent ces capitaux. Plan d'investissement, je pense qu'effectivement, on vit une véritable époque de rupture. Les projets de transformation, l'impact de la transition écologique, la digitalisation, enfin, les enjeux sont absolument gigantesques. Et gigantesques en termes de capitaux, et j'y reviendrai si on a l'occasion d'en parler, gigantesques aussi en termes de compétences. Et donc, investir, c'est une bonne chose. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que l'État est le mieux placé pour investir ? Et est-ce que la dette est le meilleur levier pour financer cette transition absolument colossale. C'est vrai que le secteur automobile, j'entendais les chiffres, 17 milliards nécessaires pour passer des moteurs thermiques à l'électrique. Et donc, ce sont des enjeux absolument faramineux. Et quelles sont les solutions qu'ont les entreprises pour aborder positivement cet enjeu ? Est-ce que la dette est le seul levier possible ? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de repenser la problématique ? J'en sais rien, moi, en redonnant de la compétitivité aux entreprises. Donc vous revenez sur un débat de baisse de charges, de compétitivité, d'amélioration et du coût du travail. Ah mais bien sûr. C'est ça le débat. Mais bien sûr. C'est de ça dont vous Parce parlez. que finalement, ces 100 milliards, si vous diminuez la fiscalité des entreprises et que vous restaurez, vous prenez l'effort qui a été fait sur les impôts de production, c'est très bien. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie le dit lui-même. Donc, on sait qu'il faut aller plus loin, et c'est important d'aller plus loin, parce qu'en restaurant la compétitivité des entreprises, on leur donne les moyens d'investir, d'innover, d'embaucher, et donc de créer une dynamique positive. Et c'est cette dynamique positive. Le plein emploi, c'est la solution à la quasi-totalité des problèmes économiques que nous connaissons. Et qui fait on parlera peut-être des retraites. On va en parler tout à la fin, parce qu'il y a un débat sur les retraites, évidemment. On n'aura pas le temps de le traiter en profondeur, mais ça fait écho d'ailleurs à l'article du Figaro que j'évoquais, puisque cette question, vous la soulevez. On ne veut pas d'aide. On veut simplement qu'on nous donne les moyens de pouvoir créer notre richesse et de prospérer, puisque c'est le sujet que vous soulevez. Vous en pensez quoi, Daniela, de cette question ? Parce que plan d'investissement pour tous les pays européens, tout le monde part sur la même ligne à peu près et cherche les secteurs sur lesquels il va pouvoir développer, créer de l'emploi. Bien sûr, non, je suis tout à fait d'accord et il faut continuer à donner de la compétitivité aux entreprises françaises, il faut leur donner les moyens, ça je pense que tout le monde va être d'accord dessus. Par contre, j'irai quand même un petit peu plus loin, où on est à un moment de rupture, comme vous l'avez dit, où on doit quand même avoir une vision stratégique de la nation qu'on veut. Et là, je pense que l'État a un rôle à jouer. Et oui, permettre l'innovation, permettre la concurrence, soutenir la compétitivité, mais aussi un rôle majeur à jouer, notamment dans l'innovation, et les innovations qui sont très risquées. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, comme vous avez dit, 17 milliards d'euros pour passer du thermique à l'électrique, ce sont des investissements énormes qui, s'ils ne marchent pas, vont coûter très cher. Il y a un sujet dans ce que vous lancez, il y a un choc, il y a une bataille technologique entre l'électrique et l'hydrogène, parce que l'hydrogène est en train, elle aussi, d'avancer. Et maintenant, c'est de plus en plus documenté, on en parle beaucoup dans le milieu des économistes, j'espère que dans les milieux politiques aussi, c'est prouvé et c'est maintenant démontré que l'État a toujours joué un rôle important dans les innovations majeures qui après ont été transmises à des entreprises et qui ont su les exploiter. D'ailleurs, les GAFA bénéficient d'énormément d'innovations et de soutien faites par l'État que pour des raisons de défense ou juste des raisons d'innovation spatiale. C'est la stratégie américaine. Qui ont permis de faire ça. Donc, effectivement, je pense qu'il faut peut-être arrêter d'opposer le privé et le public. Effectivement, que chacun remette à sa place, mais il y a des synergies à créer entre Donc, Daniela Ordonez, vous trouvez utile qu'un État
puisse devenir un État stratège et décide d'investir lourdement dans des secteurs. D'investir ou de soutenir les compétences des entreprises qui sont privées et d'assumer le risque que ces investissements et cette innovation demandent. Le garantir en quelque sorte. Le garantir. Le garantir. Chez Croissance Plus, nous n'opposons absolument pas les deux. Je pense que vous avez raison, il y a des domaines sur lesquels l'investissement public est utile et incontournable. La seule chose, c'est comment est géré cet investissement public. Vous voyez, l'État a toujours une difficulté, quelles entreprises aider, quelles technologies choisir. Ce sont des choix compliqués, qui a quelquefois des arrière-pensées aussi électorales. Enfin, c'est complexe, si vous voulez, cette politique. Et donc, ça demande beaucoup d'exigences. Et c'est vrai que nous trouvons que les entreprises sont capables dans le choix des technologies. Alors, les entreprises font des erreurs également, mais en tout cas, trouver un juste équilibre entre l'investissement public et favoriser les entreprises pour favoriser cet investissement, et on aura l'occasion d'en parler avec le problème du PGE. Vous voyez, moi j'ai des chiffres à vous donner sur les entrepreneurs de Croissance Plus. La problématique du PGE, et auquel beaucoup d'entreprises vont être confrontées, ça va être dans les années à venir, alors qu'on est dans un contexte de disruption absolument majeure qui impose d'investir, qui vont devoir dans le même temps rembourser des emprunts et investir de façon massive comme peut-être jamais elles n'ont eu à investir. Thierry Delay, repoussé d'ailleurs à mars, les échéances ont été repoussées, mais il va falloir payer un jour. Et c'est formidable d'avoir mis en place le PGE, c'est formidable d'avoir repoussé les échéances. Néanmoins, il y a quand même une problématique de capacité d'investissement des PME qui limite l'investissement. Françaises. Vous militez chez Croissance Plus sur l'idée que ces PGE pourraient être transformés en fonds, en investissement, en capital, parce que c'est une demande qui pourrait être considérée finalement comme un des éléments du plan d'investissement. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous dites ? Parce que certains chefs d'entreprise disent, moi à partir de mars je vais devoir payer, ce qui fait que il faut que je double mon chiffre d'affaires pour pouvoir compenser évidemment le prêt que je dois rembourser. Ça ressemble pour certains à un casse-tête quand même. Alors, effectivement, un casse-tête. Maintenant, si vous voulez, ces prêts, ils ont été accordés par des banques. Garantis par l'État à 90%. Garantis par l'État, certes, mais en tout cas, ce sont les banques qui ont prêté cet argent. Il y a un dispositif, alors, qui a certainement besoin d'être amélioré, qui s'appelle le prêt participatif, et qui a justement vocation aussi à assurer le relais pour aider des entreprises qui se trouveraient dans des situations de difficulté. Mais vous voyez bien que face à cette problématique, la rentabilité et la compétitivité des entreprises est majeure. Si je dégage plus de marge, ma capacité de remboursement, inévitablement, s'en trouve optimisée. Donc vous voyez que derrière cette politique d'investissement, et encore une fois, je n'oppose pas les deux, je pense que d'être extrêmement soucieux de tous les leviers qui permettent d'optimiser, et je pense que la dépense publique et les impôts, et notamment les impôts de production, on parle de relocalisation. Je veux dire, la baisse des impôts de production est un levier important sur la relocalisation. D'attractivité pour faire revenir des entreprises, évidemment. Alors qu'à côté de ça, on a des atouts qui sont fantastiques. La compétence d'un certain nombre de nos ingénieurs. On a le crédit d'impôt recherche qui est un outil formidable. Enfin, voilà. Mais il y a le PGE et puis il y a l'enjeu stratégique. J'y reviens parce que le président Macron dit finalement on se lance, on pense jusqu'à 2030. C'est-à-dire qu'on engage des investissements stratégiques dans certains domaines de nos industries, de nos services, parce que la technologie compte aussi. Par exemple, sur la batterie électrique, excusez-moi d'y revenir, mais le président Macron est allé inaugurer ce site qui n'est pas encore construit à Douai, d'une immense entreprise de batteries, dans lequel les ouvriers de chez Renault vont pouvoir faire ces batteries électriques. Et on découvre en fait que l'investisseur, intégralement, est chinois. Oui. Oui, après, est-ce que c'est une raison pour ne pas soutenir cet investissement ? Je ne le crois pas. Mais la batterie électrique va être un enjeu majeur des prochaines années, rien que par la politique européenne qui est donnée pour les voitures électriques et peut-être même pour d'autres moyens de transport motorisés. On parlait de l'avion tout à l'heure on-off. Donc il y a énormément d'innovation. Il y a énormément d'innovations à faire. D'ailleurs, si on regarde par exemple, juste sans comparer avec la Chine, juste l'Allemagne et la France a fait beaucoup d'avance sur les voitures électriques.
dans les 2 dernières années, on s'est fait rattraper par les Allemands. L'Allemagne était plutôt hydrogène, hein, si je peux me permettre. Oui, ils exactement. avaient plutôt choisi la stratégie hydrogène. Et maintenant, ils sont en train, ils ont rattrapé le retard et on va se faire dépasser énormément. Donc il y a quand même des enjeux d'innovation, d'optimisation aussi de ces investissements, d'innovation non seulement dans l'investissement, l'innovation, mais aussi dans le produit fini vers les consommateurs qui est à faire, dans lequel on prend peut-être du retard, et que je pense que tout investissement dans des industries de demain est bienvenu, même si celui-là est chinois. Je fais une petite parenthèse, mais le président Macron a aussi évoqué les 2 bouts de la chaîne générationnelle. Vous avez vu, il y a une aide pour les personnes qui sont à la retraite, et puis il y a une aide pour les jeunes, puisque ça avait été une demande de la gauche, grosso modo le fameux RSA jeune, avec un acronyme qui a changé, mais l'idée c'est cela. Ça aussi, ça contribue à un plan d'investissement, c'est-à-dire permettre à sa jeunesse de pouvoir avoir de quoi subvenir pour pouvoir trouver un emploi et donc de pouvoir produire ici, chez nous, en France. Comment vous regardez cette question-là? Parce qu'il y a le débat de l'investissement stratégique sur des secteurs donnés, ce sont des milliards qu'il faudra investir, et puis il y a aussi tous les salariés qu'il va falloir accompagner quand même. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la situation des jeunes dans la crise de la Covid est absolument dramatique, et la disparition d'une multitude de jobs qui sont des jobs qui leur permettaient de faire cohabiter études et rémunération ont disparu. Donc se préoccuper des jeunes, je pense que c'est un très bon investissement. Ensuite, la question est de savoir comment et est-ce qu'il y a des contreparties. C'est toujours la même chose. Si vous voulez partir d'une bonne idée, c'est fantastique, mais vous savez comme moi que c'est pas l'idée qui compte. C'est la façon dont on la déploie, dont on la met en œuvre. Et c'est vrai que l'idée de responsabilité est une idée qui, en tout cas pour nous, est une idée qui doit driver toute mise en place, et d'une idée qui est tout à fait louable, parce que je pense qu'il faut absolument aider notre jeunesse. Et oui, c'est utile, ce sont les futurs ingénieurs de demain, les cadres de demain, entrepreneurs de demain. Pourquoi vous avez fait la moue, Daniela Ordonez, sur cette question de la jeunesse? Parce qu'il y a eu un enjeu ici en France, un jeune, une solution, les alternants. Et ça, c'est essentiel. Et c'est vrai que la jeunesse, déjà dans la crise de 2008, a énormément souffert. Le marché du travail a vraiment exclu les jeunes. Et d'ailleurs, si on regarde par exemple le pourcentage de jeunes qui ne sont pas ni en travail, ni en études, ni en n'importe quelle sorte d'activité, elle a augmenté, elle n'a pas retrouvé les niveaux d'avant la crise de 2008. Donc la jeunesse est un point clé. Maintenant, j'ai fait un peu une grimace par rapport parce que vous reliez ça à la compétitivité, à la productivité du pays. Hypothèse, hein. C'est-à-dire que le plan des jeunes, effectivement, ne peut pas fonctionner en termes de productivité, de compétitivité, si on n'associe pas à la responsabilité, comme vous l'avez dit, mais aussi et surtout à la formation, à la compétence qu'on veut développer dans le pays. Évidemment. On a déjà eu une sorte, ce type d'initiative pour stimuler les formations, mais si on incite ou on laisse les jeunes aller vers des formations qui n'ont pas de débouchés ou qui ne sont pas innovantes ou qui ne sont pas stratégiques... Formation cul-de-sac. C'est quand même un cercle vicieux dans lequel on est d'ailleurs, parce que des initiatives pour la jeunesse, pour la formation, on en a eu plein dans les dernières années. Et depuis longtemps. Sans pourtant vraiment voir des effets positifs ou des effets nets positifs, rien que pour les jeunes eux-mêmes, pour l'économie aussi, mais pour les jeunes eux-mêmes, les résultats PISA et des compétences sont absolument médiocres, sont scandaleux. Si je vais à l'autre bout de la chaîne, l'attractivité du CAPES ou la formation des profs... En maths, ils ne trouvent plus de profs. Absolument. Donc on a un vrai problème, non seulement de jeunesse, mais d'éducation de la jeunesse et de comment faire tout ça... rendre tout ça cohérent. De comment on les éduque et de comment on les forme, ce qui fait écho d'ailleurs à vos activités par ailleurs. Tout à fait. C'est un vrai sujet là, c'est fondamental. Et c'est vraiment un sujet fondamental. Et vous voyez, l'orientation par exemple est aussi un sujet qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a encore un déficit d'orientation des jeunes dans un environnement qui est un environnement en pleine mutation. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de pouvoir s'orienter. Et il y a un très gros travail. Vous avez évoqué les études PISA, PIAC,
qu'il y a une multitude d'études qui tentent à prouver que, contrairement à ce qu'on pense, le niveau moyen des compétences en France a vraiment besoin d'être pris à bras-le-corps. Et puis aussi, alors même s'il y a des progrès qui sont réalisés, vous voyez les chiffres, par exemple, de l'apprentissage sont des chiffres tout à fait positifs. Et l'effort qu'a fait le gouvernement en accompagnant les entreprises de façon à privilégier pendant la crise de la Covid l'apprentissage a été un formidable investissement. Mais on est encore très loin, par exemple, du modèle allemand. Quand vous prenez le taux d'emploi chez les 15-24 ans, entre l'Allemagne et la France, vous apercevez qu'il y a une différence de 20%. Ça veut dire que, comme vous le disiez, vous avez des tas de jeunes qui font des études très longues, dans des domaines où finalement leur employabilité derrière et leur capacité à valoriser les efforts qu'ils ont réalisés ne seront pas récompensés. Est-ce qu'on a le droit de laisser cette jeunesse, vous voyez, s'engager dans des études tout en sachant que derrière, les débouchés ne seront pas à la hauteur de leurs attentes. Oui. D'autant plus c'est les fameuses formations cul-de-sac. D'autant plus qu'on a énormément de secteurs qui manquent de main-d'œuvre qualifiée et de compétences importantes. En ce moment, oui, bien sûr, on le voit dans la restauration, la cuisine. Et parfois, sans forcément avoir besoin de faire des études très très longues. On a besoin de compétences assez techniques, assez spécifiques. Donc c'est aussi un changement culturel à performer, où parfois on n'a pas besoin de faire des doctorats sur des domaines hyper complexes pour acquérir des compétences. Et ce lien éducation-entreprise est essentiel pour acquérir des compétences d'employabilité. Trop longtemps, les choses évoluent. Trop longtemps, l'éducation nationale tournait le dos à l'entreprise. Enfin, il y avait une vraie presque une bataille idéologique. Je pense que les choses ont évolué. Je trouve que un jeune, une solution me semble intéressant. Il nous reste quelques minutes sur le débat. Pour être très clair, en vous mettant devant la boule de cristal, parce que je vous mets à la place de Bruno Le Maire, qui en ce moment même, là, avec ses équipes, est en train de savoir dans quel secteur il va être utile ou pas. Dans quel secteur il vous semble utile, Daniela, d'investir, d'engager de l'investissement, parce qu'on pense que c'est le bon secteur. On avait évoqué tout à l'heure Paris, la COP 21 et les accords de Paris. Il y a quand même les questions d'écologie, de transformation de notre société par ces sujets. Ça, c'est un sujet d'investissement majeur. C'est les deux sujets clés, la digitalisation et la transition énergétique, bien sûr. C'est les deux sujets clés, on est d'accord. On est d'accord. Clés, bien sûr, avec des spécificités. Vous voyez, par exemple, derrière le cloud européen, il y a une problématique de souveraineté qui est absolument majeure. Donc, vous avez des enjeux qui sont des enjeux technologiques, mais vous avez aussi des enjeux. Il faut bien comprendre que derrière ces chantiers, il y a aussi une dimension géopolitique. Et c'est là où la compétence est absolument indispensable, parce que la compétence de chacun d'entre nous, c'est à la fois un enjeu national, un enjeu corporel, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, et un enjeu individuel. Donc, les technologies, les headtechs, ce sont aussi des enjeux importants, mais au même titre que, par exemple, sur les moyens de paiement. Le moyen de paiement, c'est aussi un enjeu absolument faramineux. Quand vous détenez le moyen de paiement d'une entreprise ou de chacun d'entre nous, c'est stratégique. C'est stratégique. Où elle investit, à qui elle achète, ses fournisseurs, enfin bref, vous savez tout de l'entreprise. Exactement. Donc vous voyez que la multitude de sujets dans lesquels il faut aujourd'hui qu'on se mobilise et qu'on investisse est extrêmement important. Je ne suis pas à la place de... non, mais je ne voulais pas... Pas encore. Pas encore, je ne veux pas vous embarrasser non plus, mais c'est intéressant de vous entendre en tant que chef d'entreprise. Quand même, juste pour conclure, on va se faire la guerre entre pays européens, parce que chaque pays européen la planche en ce moment pour savoir où il engage sa stratégie. Ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas une stratégie un peu européenne sur des axes sur lesquels on aurait une masse critique, une masse d'investissement très forte. On voit bien que ça ne marche pas, ça. Oui, l'Europe est jeune et on a fait énormément d'avancées dans cette crise. Ils sont quand même mis d'accord dans des temps records. On n'a pas eu 17 réunions de la dernière chance pour aboutir à un plan de relance. Il y a des décisions importantes. Alors, l'argent était attendu. Il a fallu attendre l'Autriche, ça a été long. Et puis, quand même, si on se rappelle de la crise souveraine ou de comment débourser des prêts à la Grèce, c'est exact. C'était quand même pas la même crise non plus. Effectivement, mais ça n'empêche qu'on a fait des progrès au niveau européen. Donc oui, les discussions intra-européennes vont être tendues parce qu'on a des intérêts qui s'opposent. Mais cette crise a permis quand même à l'Europe de prendre une place au-dessus. Donc probablement qu'on est quand même en train d'aller vers une politique un peu plus européenne, plus cohérente, en tout cas au niveau plus intégrée, européen. comme on dit.
plus intégrée, mais aussi la domination de la Chine et Trump finalement et la position de la Chine pendant le Covid a permis aussi que l'Europe se unisse face aux autres. C'est vrai. Face aux autres, donc j'ai envie d'être optimiste. Voilà. Moi, serrer les liens. Je suis une Européenne convaincue. C'est pas facile. Et j'espère que Biden et son discours beaucoup plus policé et beaucoup plus amical vis-à-vis de l'Europe, finalement ne fera pas retomber cette dynamique européenne, parce que c'est vrai qu'au moins Trump nous avait tous mobilisés sur la nécessité, sur un certain nombre de sujets, de penser ensemble et de faire des efforts pour trouver un compromis entre nous. Et je pense que les négociations avec les États-Unis restent... La porte... Entre la Chine et les États-Unis reste compliqué. C'est le sujet. Trump et le Brexit aussi. Exactement. Et le débat avec la Chine, évidemment. On fait une courte pause, évidemment, si vous le voulez bien, Thierry et Daniela. Puis on se retrouve juste après pour l'after, parce qu'il y a un autre sujet, c'est la fiscalité française. Ça, c'est votre dada. Je sais que vous allez réagir à cette question. Et on en parle dans quelques instants, parce que l'IFI a un peu moins rapporté que l'an passé. C'est un vrai sujet. On fait une pause, on se retrouve juste après pour Late and Smart. Retour dans Let and Smart avec mes invités, Daniela Ordonez. Bonjour Daniela. Bonjour. Thierry Delahaye, président de My Connecting et membre de Croissance Plus. Et puis Daniela, chef économiste franc chez Oxford Economics. Un petit focus sur cette information. Elle est intéressante parce qu'elle renvoie toujours à un débat politique. Là, bon, pour les Français qui nous regardent, vous avez deviné, on va parler de l'IFI. L'IFI, c'est le nouveau nom donné, le nouvel acronyme à l'ISF, supprimé en 2018, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, c'est intéressant ce chiffre, vous allez le voir. Cette année, il est tombé, il a rapporté 1,56 milliard d'euros, 500 millions de moins que prévu, donc des rentrées fiscales moins importantes. On le maintient, il faut le maintenir, l'IFI, ou pas? Parce que à l'époque de l'ISF, il suscitait un débat violent chez les chefs d'entreprise qui disaient « mais supprimons cet impôt, il rapporte peu, il rapportait 4 milliards, c'est un impôt qui rapportait peu comparé à la TVA et aux taxes indirectes ». On le maintient, l'IFI, ou pas? Alors, vous, chez Croissance Plus, vous dites quoi? C'est symbolique? Chez Croissance Plus, d'abord, on a beaucoup milité pour la suppression. Pour la suppression de l'ISF. Et je pense que lorsqu'on pense... Je ne suis pas là pour faire de l'idéologie, je suis là pour tenir une parole de chef d'entreprise. Et c'est vrai que la problématique de l'ISF tel qu'il existait posait des tas de problématiques. D'abord, le capital, c'est le carburant de l'économie. Bien sûr, c'était le débat de l'époque. Et le capital, il est très mobile. Donc ça, c'était un premier problème posé par l'ISF. Et d'ailleurs, il y a une commission qui, en 2019 ou 2020, a statué qu'effectivement, il y avait moins de mobilité de départ. Mais au-delà de ça, ça posait un problème sur le capital et notamment sur la pérennité et le fait que des entreprises soient obligées de se vendre notamment à des fonds d'investissement. Donc je n'ai rien contre les fonds d'investissement, mais on ne peut pas dans le même temps dire il faut absolument préserver des PME qui vont devenir des ETI, qui vont devenir des licornes, enfin voilà, qui vont grandir, qui vont créer des emplois, et dans le même temps prendre le risque de vendre ces entreprises à des groupes, à des fonds d'investissement. Très court-termiste. Exactement. Évidemment. Et donc c'est vrai que la suppression de l'ISF a permis de répondre en partie à cette dimension. Non, a permis... en tout cas pour le capital, de régler ce problème. De régler le problème du capital. Donc de ce point de vue, c'était une très bonne décision. Vous êtes monté d'un cran, et je donne la parole à Daniela Ordonez, parce que l'économiste a son mot à dire sur ce sujet de la fiscalité, mais Croissance Plus va plus loin, il dit aujourd'hui, est-ce qu'il est encore utile de maintenir un impôt sur la fortune immobilière? On va venir sur le détail du portrait robot de celui qui paie. C'est plutôt un retraité de 69 ans qui vit plutôt dans les Hauts-de-Seine et à Paris, un petit peu dans le sud de la France. Il a 1,8 million de patrimoine immobilier en moyenne et il a payé 4 000 euros. Et puis 0,40% des 143 337 foyers concernés, ça a augmenté de plus de 12 000. Il y a eu 12 000 foyers qui ont payé cette année en plus et paradoxalement ça baisse. Eh bien, il y en a 0,40 qui, eux, ont un patrimoine supérieur à 15 millions d'euros et eux ont payé 11 000 euros. Ça, c'est des chiffres. Symboliquement, vous dites on maintient ou on le supprime après tout? Est-ce qu'on va au bout de la logique? Écoutez, déjà, si vous voulez, sur un impôt qui pèse sur le stock,
plutôt que sur les revenus, on peut se poser la question. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un environnement dans lequel il y a quand même une problématique de disparité. D'écart très fort. Bien sûr. D'écart très fort, et je pense qu'on doit d'une certaine façon repenser le système. Tout le système fiscal, parce qu'il y a un vrai débat sur notre fiscalité en France. Vous en pensez quoi, Daniela Ordonez? Alors d'abord, par rapport à... Ça reportait 500 millions au moins. Encore une fois, sincèrement, c'est rien. C'est rien par rapport aux recettes de l'État. Si déjà 4 milliards de l'ISF, c'était rien. Ça rapportait à l'époque, c'était déjà rien. 1,5, c'est vraiment rien de rien. Donc il ne faut pas jouer sur les chiffres de cette façon. Oui, c'est pas ça qui est important. D'autant plus qu'on vient quand même d'une crise et que l'année dernière, le rapport l'année dernière, ça veut juste rien dire. Comparer quoi que ce soit à l'année dernière, ça n'a pas de sens. C'est l'année 0, 2020, quoi. 2021. 2021, puisqu'il y a un calcul sur le décalage. Ceci dit, il faut se rappeler quel était le but de cet IFI et de ce changement. Le but était d'orienter l'épargne vers les entreprises, c'est-à-dire de pénaliser un peu cette préférence des Français d'aller vers l'immobilier qui en plus font monter les prix, notamment en région parisienne. Et qui progresse encore. Au détriment d'investir dans des entreprises qui sont effectivement plus risquées. Donc il est un peu tôt pour voir si ce but a été atteint et si l'IFI est un succès ou pas. On le verra dans les prochaines années si effectivement les Français décident d'aller plus vers des entreprises, d'acheter des actions, d'en rentrer dans les capitales de PME, de TI, même de grandes entreprises. Jouer le jeu de la bourse, au lieu d'investir dans des appartements pour faire de la location. Il y a de la prudence chez les Français, si je peux me permettre. Les Français aiment la pierre, on le voit là dans les chiffres. Bien sûr, mais ça marche aussi parce que c'est ce qui montait. La pierre, mais aussi les fonds non risqués, les bons d'État. Les bons d'État, il faut se rappeler, le livret A, c'est quand même adossé aux obligations remplir à bord. Les assurances-vie vont énormément vers les fonds euros. Donc on a encore des pas à faire pour stimuler ou pour flécher, inciter les Français vers les actions et le vrai capital qui fait tourner l'économie. Donc non, je ne pense pas qu'il faut le supprimer. Donc il faut le maintenir. D'ailleurs, vous dites que ce chiffre, pour l'instant, ne représente finalement pas grand-chose dans ce que peut être les recettes fiscales que peut tirer l'État. En plus, on entend tous les jours que les impôts ne vont pas augmenter, qu'on veut diminuer les impôts pour les entreprises, pour les ménages. Donc je pense que c'est une bonne initiative, ou un bon discours en tout cas. Après, il faut voir comment on le fait et le modèle social qu'on veut avoir derrière. Mais non, je pense que pour l'instant, il faut l'orienter. Maintenant, la vraie façon de savoir si ça a marché, c'est de voir si ça soutient les entreprises et la production française. Très concrètement, ou pas. L'investissement productif pour l'entreprise. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, pas de hausse, parce qu'évidemment, on est dans l'année électorale qui démarre. Elle a déjà démarré hier soir. Pas de hausse d'impôts, vous l'avez bien entendu. On l'a entendu. Voilà. Oui, bien entendu. Tout le monde l'a bien entendu. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je pense qu'effectivement, c'est très important. Et derrière la problématique de l'immobilier, il y a aussi une problématique de compétitivité de l'économie française. Il faut bien comprendre que quand on embauche des collaborateurs, par exemple en Île-de-France, et qui n'ont pas les moyens soit d'acheter, soit de louer à des prix autres que stratosphériques, eh bien, inévitablement, ils partent loin. Alors aujourd'hui, le télétravail, chez My Connecting, vous y êtes on est... vous avez signé un accord. On est extrêmement télétravail. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est un problème. Pareil, vous prenez la comparaison avec l'Allemagne. Le prix de l'immobilier en Allemagne. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui a des bureaux à Francfort ou à Berlin, les collaborateurs et l'équation de la rémunération de ces collaborateurs, sachant qu'ils ne vont pas avoir à payer et à prendre la même part de leur rémunération pour payer leur habitation, eh bien ça impacte forcément la politique de rémunération en France et donc la compétitivité des entreprises françaises. Et d'ailleurs, ce qui peut venir expliquer que certains cadres, en ce moment même, là, quittent énormément. Et on voit une lettre à leur DRH pour dire je suis parti à 500 km parce qu'avec le salaire que je reçois de mon entreprise, dans le petit village où j'habite, là j'ai un niveau de vie très agréable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les grandes villes. Donc ça impacte effectivement le niveau de compétitivité des entreprises. Mais il y a d'autres moyens d'y répondre que par l'ISF. Par exemple, le problème de la construction en France est un véritable problème. Et la décentralisation. Et exactement. Et tous ces sujets-là, il faut vraiment qu'on s'en empare parce que ça a des implications, mais absolument multiples. Petite parenthèse, les promoteurs immobiliers, en tout cas les fédérations de promoteurs, sont très très inquiets. Là, j'ai à juste titre. Des communiqués inquiets de plus de foncier
plus de construction, plus de développement économique, parce que c'est un secteur d'activité qui est très porteur en matière d'emploi et qui a une grande utilité. Avant de nous quitter, parce qu'il y a plein d'autres sujets à voir dans l'after, parce qu'il y a les retraites, et ça c'est un sujet évidemment qui intéresse tout le monde, même si on en parle, c'est un peu en attendant Godot les retraites, hein. On en parle beaucoup, mais c'est vrai que on ne va pas arriver, cette réforme. Un petit mot sur notre fiscalité en France, parce que vous aviez commencé le débat tout à l'heure sur la fiscalité, sur le niveau de charge et le coût du travail en France. On la remet à plat, notre fiscalité, parce qu'on se souvient qu'il y avait les fameuses niches fiscales, on en avait supprimé. Est-ce qu'elle est claire, notre fiscalité, finalement, au-delà du symbole de l'IFI? Non ? Notre fiscalité, pas claire du tout. Elle est dingue. Regardez, je n'ai pas les chiffres sur la masse que représente la profession de fiscaliste en France. Elle est colossale. Mais je pense qu'ils prospèrent. Évidemment. Ils prospèrent parce que quelque part, ils aident les entreprises à gérer cette complexité. Ce maquis, parce que c'est un véritable maquis, enfin, ça s'est empilé. Vous êtes d'accord, Dania? Oui, est-ce qu'on ne devrait pas repenser notre fiscalité d'une sorte de grand plan Marshall de la fiscalité? On met tout à plat et on reconstruit la maison. Il faudrait. Après, je pense qu'il n'y a pas de courage politique. Je pense qu'il faut énormément d'idées, de matière grise pour penser le bon système. Et bon, les Français sont quand même assez réticents à des énormes changements. D'ailleurs, la réforme des retraites est le meilleur des exemples. On va passer à l'after, évidemment. Et justement, on va pouvoir parler des retraites parce que dans l'after, vous l'avez entendu, le président Macron a évoqué une nouvelle fois les retraites, mais aussi les régimes spéciaux. On en parle, c'est dans l'after. Troisième partie de notre émission, l'after, évidemment, pour balayer beaucoup de sujets. Il y a Doctolib qui bug, il y a les retraites, il y a plein de sujets, évidemment, à traiter. Commençons par les retraites, tiens. Les retraites, on nous en parle depuis quelques semaines avec ce chiffon rouge, peut-être. On va lancer la réforme, le président est prêt, il veut réformer dans sa dernière année de quinquennat. Et hier soir, le président Macron a réévoqué cette question des retraites. Cette fois-ci, en abordant aussi le fait que la crise de la vaccination du virus Delta était tellement importante qu'il fallait repousser une nouvelle fois cette réforme, mais qu'elle aurait lieu. Il a évoqué les régimes spéciaux des retraites. Daniela, est-ce qu'il faut réformer? Comment? Quand? Et pourquoi? Oui, bien sûr qu'il faut réformer. Bien sûr qu'il faut réformer. À cause de la... Tout de suite. Alors, à cause, d'abord parce que c'est une inégalité claire entre secteurs. Après, public-privé, disons-le. Disons public-privé, mais il y a quand même 42 régimes spéciaux, dont pas tous sont déficitaires. Ça, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'il y a des régimes spéciaux qui sont excédentaires et qui vivent tout seuls, qui ne représentent pas un poids pour l'État. Donc, c'est aussi un peu facile de dire tous les régimes spéciaux sont mieux lotis. Mais c'est vrai que c'est un souci de simplicité, d'égalité. Après, il y a le coût. Effectivement, les régimes spéciaux de la fonction publique, notamment de la CNCF, RATP, pèsent lourd dans le budget de l'État, dans le budget des retraites en général. Donc c'est quand même une question à se poser. Pourquoi ceci nous coûte aussi cher, les régimes spéciaux? Mais de façon plus importante, je pense, ces régimes spéciaux, c'est compliqué pour tout le monde. Ça limite les transferts de compétences entre secteurs. C'est compliqué d'aller du secteur privé au secteur public. Si on a eu 4, 5 jobs dans sa vie, voire plus, ce qui est maintenant quand même la norme, et ce qui n'est pas plus mal, parce que ça permet des synergies entre entreprises, des synergies entre le public, le privé, d'augmenter en compétences, de peut-être rester employable plus longtemps aussi, parce que pousser l'âge de la retraite pour mettre des seniors au placard, ce n'est peut-être pas non plus la meilleure des solutions. Avoir autant de régimes spéciaux complique la chose et peut diminuer la flexibilité de la main-d'œuvre. Donc il y a beaucoup de raisons pour simplifier en tout cas ces régimes spéciaux, même si encore une fois, il faut l'admettre, pas tous sont horriblement déficitaires et méchants. Années 60, c'était 4 salariés de tête, 4 salariés pour un retraité, donc 4 salariés financés un retraité. Je crois qu'on est à 1,8, 1,6 salariés pour un retraité. Ça ne marche pas, ça ne colle pas. Il y a donc une difficulté. La réforme, on l'a fait pas, et on l'a fait quand? Et j'ai envie de vous reposer la question, on l'a fait comment? Vous avez posé les bonnes questions. Parce que finalement, bien évidemment qu'il faut la faire. Est-ce que, à quelques mois des élections présidentielles, c'est le meilleur timing pour la faire? Très difficile, dans un contexte de crise sanitaire. Et sur un sujet dont on sait que les Français sont quand même... sur une position extrêmement défensive par rapport au sujet. Oui. Donc en fait, la question, effectivement, de la faire maintenant, je crois que audacieux, Emmanuel Macron a trouvé une bonne solution pour finalement affirmer le fait qu'il était prêt à avancer. Mais il ne peut pas.
mais qui ne pourrait pas. La crise sanitaire. La Covid l'en empêche. Donc, je pense que ça sera l'œuvre d'un prochain président. Ou de lui-même s'il est réélu. Même s'il est réélu, effectivement. Ensuite se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait cette réforme. Oui. C'est clair que les régimes spéciaux devront être repensés, transformés, et cette réforme, il faudra la faire. Maintenant, comment la fait-on ? La question qui se pose, c'est tous ceux qui finalement ont travaillé pendant des années dans ces secteurs, quelle est la proposition qu'on va leur faire ? Au bout de combien de temps ? Donc c'est un sujet extrêmement complexe. À partir de quelle date on fait démarrer la réforme ? C'est la réforme, la clause du grand-père d'Édouard Philippe. C'était les nouveaux arrivés rentraient dans le nouveau régime de retraite. En revanche, tous ceux qui étaient entrés, je pense à la SNCF, à d'autres entreprises, la RATP, conservaient leur statut et leur retraite, qui était un compromis envisageable. Celui-ci était intelligible, je pense. Non ? Oui. Sinon, on sanctionnait. Ça retardait un peu la question du financement, mais en soi, c'est pas une mauvaise solution, parce que changer des règles à des personnes qui sont à peu d'années d'âge de la retraite, c'est quand même aussi injuste. Tout à fait. Et ils n'ont pas signé ce contrat-là 30 ans auparavant. On est d'accord. Sur ce plan-là, il y avait une forme de trahison même. On signe un contrat, on part dans une entreprise, et puis un jour, on change les règles. Ça, c'était compliqué. En revanche, cette question des retraites, elle est sensible, parce que vous, chef d'entreprise, il y a le débat de est-ce que je travaille jusqu'à 60, 64, 65 ? À quel moment on libère un salarié qui a travaillé dans des secteurs difficiles ? Toutes ces questions-là, elles sont sur la table et pas réglées. Là, on évoque 64 ans. Mais Daniela dit, mais si on se sépare de nos seniors à 57, 58 ans dans des plans sociaux ou des placards, elle n'a servi à rien, la réforme. Mais comment on fait avec ces seniors ? À chaque fois qu'on fait une réforme et à chaque fois qu'on reporte l'âge de la retraite, vous vous apercevez qu'il y a une espèce d'ajustement naturel. C'est vrai. Un ajustement naturel qui se fait. Donc, vous voyez, ça a aussi un impact bénéfique, mais se pose quand même la question du temps de travail des Français pendant toute une vie. Et la durée du temps de travail. Exactement. Ouais. Et ça, c'est lié aussi, pas uniquement, mais c'est aussi lié à l'âge de départ à la retraite. Alors effectivement, il y a des tas de questions qui se posent, comme la pénibilité. Dans certains secteurs ? L'âge auquel on a démarré. Enfin, donc c'est vraiment une réforme complexe et qui ne peut se faire d'autant plus facilement, entre guillemets, quand on a été efficacement, quand on a la légitimité d'une élection et qu'on est porté, et qu'en plus de ça, on l'a affiché très clairement dans son programme électoral. Les 100 jours, c'est les 100 jours. Le sujet des retraites est assez partagé entre les Français. C'est-à-dire que je pense qu'il y a la plupart, il y a des enquêtes qui le disent, la plupart des Français disent qu'il faut réformer la retraite. Par contre, dès qu'il y a une proposition, on n'est pas d'accord. C'est ça. C'est français, ça. C'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour le voisin. Ouais, bien sûr. Ou ça, ça non, on fait plus, on fait pas assez, ou on en fait trop, etc. Donc, par contre, il y a un consensus pour dire que ce truc, il faut le réformer. Mais ce qui a prouvé la proposition d'Édouard Philippe, c'est qu'on ne peut pas tout réformer d'un coup. Exactement. Il y avait quand même une opposition entre le président et le Premier ministre de l'époque, donc Édouard Philippe, en disant que la réforme était beaucoup trop ambitieuse pour le temps imparti. Et c'était vrai. Édouard Philippe voulait, pour le coup, lui, vraiment... Par étape. Tout mettre à plat, et les régimes spéciaux, et l'introduction du point qui permettait de pallier tous ces petits ajustements qu'on a besoin de faire, la pénibilité, le fait d'avoir des enfants, etc. Et le calcul du point, rappelez-vous, ça avait été là très compliqué, presque humoristique. Ce qui est un sujet très compliqué. Et plus le calcul du point et l'indexation du point. Exactement. Je vous renvoie à ce qui se passe en Suède à l'heure actuelle. Oui, puisqu'on le fait évoluer en fonction de l'activité économique, il y avait ce débat, bon, c'est très compliqué ce point. Donc je pense que ça prouve aussi qu'il faut aller étape par étape. La première étape est définitivement les régimes spéciaux. Et l'allongement de la durée. L'allongement de la durée. En termes de financement, l'abolition des régimes spéciaux, c'est rien dans le financement. C'est très symbolique. Bien sûr, c'est très symbolique. Et la simplicité, ça peut avoir des bénéfices économiques à long terme. Pour la productivité, la flexibilité du marché du travail. Un dernier mot. Allonger l'âge de la retraite, c'est ça la seule solution presque pour financer, pour le financement. Puis c'est aussi une manière pour nous,
pays européens de se faire bien voir des marchés aussi. Ça montre aussi qu'on est un pays qui fait les bonnes réformes, qui va dans le bon sens. Il y a eu ce débat très souvent dans la notion de... Bon, les marchés nous voient pas mal. Hein. Ouais, ça va. Ouais, on peut quand même s'endetter à 0%. Ça va. C'était négatif. Oui. On est toujours bien vu des marchés. C'est très bien cette histoire des marchés. Je sais que ça vient souvent, mais ouais, les marchés nous voient pas trop mal quand même. On est plutôt bien vu des marchés, ça c'est bien de l'entendre. Bien vu. Oui, parce que quand les taux vont remonter, évidemment, les choses deviendront plus risquées. L'âge de départ à la retraite est à 69 ans. Et ils s'endettent pas. 69 ans. Il me semble, je sais pas. C'est ça, oui, ils ne sont pas loin de 60. Oui, vous avez raison, c'est plus au-delà de une 65. problématique de justice et encore une fois de compétitivité de notre économie. Et ça, c'est absolument vital parce que quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez la balance des paiements, balance commerciale et autres, je crois qu'il faut être extrêmement lucide sur le fait que la compétitivité de l'économie française est une problématique auquel on doit s'atteler et notamment à travers les retraites. En tout cas, vous le disiez, je ne sais pas si vous êtes d'accord, le président Macron peut peut-être profiter, je le dis avec beaucoup de guillemets, de cette crise Covid et cette crise sanitaire pour repousser un dossier d'une sensibilité incroyable. Enfin, il y a aussi cet enjeu-là qui est posé. Non, je pense que lui, il a le courage politique qu'il faut pour proposer des réformes. Maintenant, il lui reste moins d'un an de mandat. Un trimestre pour réformer à l'Assemblée. Ce qui preuve surtout, c'est qu'il se voit à l'Élysée bien au-delà de mai 2022. Donc je pense que cette histoire de retraite, c'est une promesse qu'il a tenue. Je pense qu'il est attendu par ses électeurs là-dessus. C'est vrai. C'est une façon de dire on continuera. Un marqueur politique. On continuera à partir de 2022. Reste à régler, je le redis, le débat des seniors, l'employabilité des seniors pour pouvoir, pour ceux qui le peuvent, il y a un débat évidemment lié à la santé physique, mais pour ceux qui le peuvent, les accompagner jusqu'à 64 ans, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. C'est vrai que quand on regarde les chiffres... c'est toujours l'histoire de la formation continue. Exactement, les accompagner pour être formés. Tout au long de la profession, de garder l'employabilité des... C'est un sujet de chaque entreprise. Quand vous voyez effectivement la préoccupation des compétences est une préoccupation majeure. Vous voyez, vous prenez des entreprises comme les PME, la culture de la compétence dans les PME, parce que c'est vrai que les chefs d'entreprise sont des hommes orchestres qui sont confrontés à une multitude de priorités. Et c'est vrai que souvent la compétence n'est pas dans les priorités. Aujourd'hui, il y a par exemple un trou dans la réforme qui a été très positive réalisée. La formation sur la formation. Ouais. Le CPF notamment. Le CPF qui est un outil fantastique de responsabilisation de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on doit bien comprendre que notre plus beau capital, c'est nous. Oui. Et notre capital, c'est quoi ? C'est nos compétences, c'est notre santé. C'est les salariés de l'entreprise, c'est les cadres. Et les salariés. Et la compétence, c'est la liberté. Oui. Si j'ai les bonnes compétences, je suis capable de choisir le secteur dans lequel je vais travailler, l'entreprise dans laquelle je vais travailler. Donc, investir dans les compétences, c'est absolument vital. Je voulais qu'on termine. Alors, c'est pas une note sucrée pour terminer notre émission avec l'after. En général, c'est plutôt on essaie d'être un peu dans la douceur. Mais là, c'est vrai que le contexte s'y prête pas. Avec une allocution hier du président qui a démarré sur la crise sanitaire, ce variant Delta, avec de nouvelles règles, de nouvelles mesures un peu plus contraignantes, un pass sanitaire. Vous en pensez quoi du pass sanitaire ? Parce que sur le plan économique, là, on voit des restaurateurs qui sont un peu grincheux. Il y aura 2 clients sur 3. Et on voit déjà des petits commerces, le retail ne va pas bien. Des restaurateurs qui disent, mais attendez, on a vécu presque un an fermé, et de nouveau, on nous empêche. Il fallait les prendre, ces mesures, Daniela Ordonez ? Bien sûr, ce qui est important, c'est de finir avec cette crise. C'est ça. Et finir avec cette crise, c'est la vaccination et détruire ce virus. Donc, allez se faire vacciner. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, ce ne sera pas 2 clients en moins, ce sera fermer les restos à nouveau. C'est ça. D'accord. Non, mais soyons pragmatiques. Même si il faut, d'abord, on verra si ça passe ou pas, et il faut les accompagner. Bien sûr. Il faut accompagner. Il y a un débat juridique, parce que ils sont quand même confrontés à un contexte qui est abominablement difficile, et il ne faut pas oublier de les accompagner. Mais néanmoins, ils l'ont été, il faut le préciser quand même. Ils l'ont été très bien, et ils sont très nombreux à reconnaître qu'ils ont beaucoup de chance de travailler en France, et que la France a aidé beaucoup de ces entreprises bien au-delà de ce que beaucoup de pays dans le monde ont fait. Mais pour autant, le seul mot qui compte aujourd'hui, c'est la responsabilité, et la responsabilité individuelle. Je veux dire, ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quelque part, c'est accepter finalement de... Ouais. Vous avez vu, 57% seulement des personnels hospitaliers et dans les EHPAD sont vaccinés. Enfin, j'imagine que ça vous a surpris et choqué. Là, le ministre Véran a dit, écoutez, à partir du 15 septembre, si vous ne l'êtes pas, il y aura une mise à pied. Il précise mise à pied parce qu'il ne peut pas y avoir de rupture de contrat.
Vous avez vu est-ce qu'il faut revoir la loi ou pas, selon vous? Parce qu'il y a un débat juridique, là. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller se faire vacciner, Daniela Ordonez. On ne peut pas obliger quelqu'un. Bon, il y a quand même des vaccins qui sont obligatoires. Nous sommes d'accord, mais sur le plan juridique, je crois que le Code du travail n'a pas prévu tout ça. Oui, effectivement, oui. Donc il y a un sujet. Ouais. Il y a un sujet. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment s'atteler à ces débats-là? Je pense qu'il y a pas mal de moyens, comme on est en train de le voir, pour inciter les Français à aller se faire vacciner. Et si la question se pose, je pense qu'il y aura pas mal de débats dans l'Assemblée pour rendre ça obligatoire. Oui, c'est ça. Il y a un débat. C'est la mise à pied. La mise à pied, ça veut dire qu'on n'est pas rémunéré pendant cette mise à pied. Donc évidemment, c'est une manière très précise d'indiquer aux salariés qu'il vaudrait mieux qu'ils soient vaccinés et qu'il ait le QR code. En parlant de QR code, vous avez vu ce débat en France qui a duré depuis 6 mois. Il ne faut pas de passe vaccinal, mais on nous oblige à avoir un passe sanitaire. Et vous y avez compris quelque chose? Parce que finalement, on va quand même nous obliger à avoir un QR code à montrer dans les grandes surfaces, dans les lieux publics, dans les stades. En fait, c'est un passe vaccinal. Non, mais vous pourrez, je sais pas, vous pourrez l'avoir en format papier. Papier, on peut l'avoir en format papier. Ce n'est pas le débat de l'objet. Oui. C'est le fait qu'on nous a dit non, mais liberté totale, chacun fait ce qu'il veut. On voit bien que doucement, là, on va vers quand même une obligation vaccinale. On y va, doucement. De fait, oui, probablement. Après, effectivement, on peut dire que c'est liberticide, mais la crise en soi est liberticide. C'est-à-dire qu'on a tous un manque de liberté, même ceux qui sommes vaccinés. Si on a des contraintes générales. Donc le but est de dire qu'est-ce qui doit enlever la liberté. Est-ce que c'est que la situation reste mauvaise ou c'est le fait de ne pas être vacciné? Donc c'est un peu parce qu'aujourd'hui on ne peut quand même pas aller faire tout ce qu'on veut, aucun d'entre nous, parce que la situation reste délicate. Enfin presque, Daniela, depuis le retrait du masque dehors. Oui, mais ça peut revenir. Ça fait quand même pas longtemps qu'on peut circuler. Très peu. Et encore, masque à l'intérieur, dans les lieux publics et dans les transports en commun, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs de maintenir des barrières sanitaires. Non, mais même si on a une croissance aujourd'hui très dynamique et positive, il ne faut pas oublier le coût de la crise de la Covid. Le coût humain, on a parlé des jeunes tout à l'heure, on a parlé de la situation d'un certain nombre d'entreprises, on a parlé de c'est pas gagné. La situation psychologique d'un très grand nombre d'entre nous. Donc on sait que le coût de la Covid est absolument faramineux. Qu'on n'a pas encore totalement perçu d'ailleurs. On ne peut pas poursuivre. On ne peut pas poursuivre. Il faut absolument qu'on arrive à une immunité collective. Donc de la vaccination collective. Sinon, on repart pas. Sinon, on repart pas. Exactement. On repart mal. Emmanuel Macron a cité le coefficient de 12. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas vacciné porte 12 fois plus la probabilité de transmettre. Vous avez vu, c'est intéressant parce que vous êtes dans la tech et la formation. Le président Macron s'exprime, ça dit quelque chose aussi du rapport des Français à l'expression du chef de l'État. Je ne sais pas si c'est à l'expression d'Emmanuel Macron, mais c'est à l'expression du chef de l'État qui, hier soir, évidemment, exhorte les Français à aller se faire vacciner de manière très forte, très, très ferme, je dirais. Et puis, plus de 925 000 rendez-vous de vaccination pris sur Doctolib, juste après, avec des milliers de prises de rendez-vous en quelques minutes, et qui a d'ailleurs fait un peu bugger Doctolib, qui a réussi à rectifier le tir. Mais ça vous dit quoi, ça? Qu'est-ce que ça dit de la relation qu'on a à la prise de parole présidentielle et du fait que les Français, c'est étrange, presque 1 million se sont dit « Ah bah oui, tiens, il faut aller se faire vacciner ». Ça vous a surpris? Ça vous a amusé? Non, c'est souvent le cas. Ces discours solennels du président sont des choses les plus regardées à la télé. Il y a des millions et des millions. Mais il marque. Bien sûr, une marque, c'est peut-être le roi à parler, un peu. C'est ça. Non, ça ne me choque pas. Ceci dit, pour donner le bénéfice du doute aux Français, je pense quand même que la communication sur la vaccination a été très erratique et compliquée depuis le début. On ne savait pas quand est-ce que c'était notre tour, on était prioritaire, on n'était pas prioritaire, j'avais le droit, j'avais pas le droit. Et ça fait quand même pas longtemps que la vaccination est ouverte à tout le monde. C'est vrai. Donc, plusieurs fois, ça c'est personnel, mais plusieurs fois, je suis allée sur Doctolib justement voir et je n'avais pas le droit d'aller, de me vacciner. Ouais. J'ai dû on n'y accédait pas. Exactement. Donc, peut-être qu'il y en avait plusieurs qui disaient, de toute façon, ça bug, je reste chez moi, les gestes barrières, en attendant que tout le monde qui est prioritaire soit vacciné pour aller le faire. Et une petite peur aussi, peut-être, sans parler des anti-vaccins qui existent en France, mais une petite peur d'un produit sur lequel on n'a pas tout le recul nécessaire. Une petite appréhension, légitime. Qui est quand même légitime. Si je peux me permettre. Je sais pas, vous avez raison, il ne faut pas la nier. Il ne faut pas la nier, elle existe. Mais en même temps, vous dites qu'il faut y aller parce que notre économie ne repart pas. Oui, et puis... Voilà.
Et puis, je trouve, si vous voulez, que quelques semaines après les élections, où finalement le taux d'abstention laissait supposer, record, laissait penser que finalement la parole politique n'avait plus aucun sens. Mais c'est vrai qu'elle a... En tout cas, il fait mouche, le président, là. En tout cas, elle en a eu. C'est vrai. Et puis l'autre point qui m'intéresse, c'est que quand même, on a une entreprise française qui s'appelle Doctolib, qui a apporté une véritable... Et il y en a d'autres. Et il y a d'autres entreprises qui ont apporté des tas de solutions pour combattre le Covid. C'est vrai. La Covid. Donc, par exemple, là, c'est le clair exemple de comment l'État peut faire confiance à ces entreprises et les soutenir. Public, privé, ça sera le mot de la fin de notre after. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à Daniela Ordonez, chef économiste France chez Oxford Economics. Merci d'être venu avec nous partager ce moment. Puis Thierry Delahaye, président de My Connecting, membre de Croissance Plus. Merci à vous deux. Merci à vous qui nous avez regardés. C'est la fin de Let & Smart. Bonne nuit, bon vent si vous nous regardez d'un bateau. À très bientôt.